Thierry Coquerel, bonjour. Bonjour. Député réélu dimanche dernier, NFP LFI de Seine-Saint-Denis. Il y a 2 semaines. Ah oui, c'est vrai, au premier tour. Félicitations. Qu'attendez-vous? Pourquoi c'est si long? Pardon, je vous pose la question, mais sans malice, qu'attendez-vous? Vous voulez le pouvoir, vous dites on est arrivé en tête dimanche dernier, nous sommes au jeudi, on n'a toujours pas le nom du futur ou de la future Premier ministre. Alors il y a des réunions, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Vous avez pourtant un programme déjà. Mais pourquoi c'est si long? Pourquoi vous voulez laisser la place aux autres en fait? Déjà, on avance, vous pouvez remarquer. Vous avez avancé sur quoi? Beaucoup. On nous avait dit, vous arriverez pas à faire l'unité. On l'a fait. Ça c'était avant. Oui. Mais je vous refais le match parce que sinon, on a tendance à un peu oublier la manière, les choses s'accélèrent. Moi-même d'ailleurs, quand je vois, je me dis que l'élection c'était dimanche, j'ai l'impression que c'était déjà il y a un mois. Bon. Donc vous n'arrivez pas à faire l'unité, on l'a fait. Vous n'arriverez pas à faire un programme, on l'a fait. Vous n'arriverez pas, nous a-t-on dit, à faire un chiffrage, etc. On l'a fait, on est même les seuls. Les autres ne les ont pas fait. Le dimanche après, on nous a dit vous n'arriverez pas à gagner, on est devant. Et puis après, si vous gagnez, vous allez voir, en réalité, vous allez vous éclater tout de suite. Il y en a qui vont aller dans une grande coalition avec les macronistes, d'autres non. Ça n'a pas été le cas. On sait pas. Ça n'a pas été le cas. Ah non, je vous le dis. Vous me demandez, vous posez des questions. Je vous dis, c'est pas le cas. Ça sera pas le cas. D'accord. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas demain non plus. Vous êtes sûr peut-être vos espoirs, mais c'est pas le cas demain. Vous êtes sûr que les socialistes vont pas vous lâcher? Non, absolument. Donc maintenant, on a quand même bien avancé. On est en train de travailler, je peux vous le dire, de manière efficace et concrète à l'architecture d'un gouvernement. Il reste le nom. C'est là-dessus que les discussions ont lieu. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a un nom. Pourquoi elles sont difficiles? Voilà. À la fin de? D'ici la fin de la semaine, il y a un nom. D'ici vendredi? D'ici week-end, il y a un nom. Ouais, parce que Sandrine Rousseau elle-même, elle dit il faut accélérer les gars. Oui, elle a raison, mais il y aura un nom. Sandrine Rousseau comme président de l'Assemblée aussi. Non, ça c'est autre chose. Elle s'est proposée, mais c'est... Pourquoi il y a des difficultés? Quelle est la méthode sur le nom? Parce qu'on n'a pas compris comment vous allez désigner ce nom. C'est simple. En fait, nous, on pense que la meilleure manière de régler rapidement l'affaire, c'est d'avoir une règle et de s'y tenir. Voilà, c'est ce qu'on met sur la table. La règle de la Ve République, et d'ailleurs que Olivier Faure avait repris il y a quelques semaines de ça, c'est dans une coalition, le président de la République prend le nom du groupe en tête dans la coalition. Ça a toujours été le cas. Toutes les cohabitations. Le groupe en tête, au moment où on se parle, et ça sera le cas dans une semaine encore plus, c'est France Insoumise. Donc nous, on dit respectons cette règle. Non. C'est le NFP. C'est pas la France Insoumise. Oui, mais chacun son groupe. Non, chacun a ses groupes. Donc, respectons cette règle. Ça irait le plus vite. Mais sauf que les autres ne veulent pas. Pour l'instant, en tout cas, certains d'entre eux ne veulent pas, notamment le Parti socialiste. Et donc, les discussions sont là-dessus. Et comme toute vous discussion, allez trancher ça parce que ça est difficile. Vous allez voir, on va y arriver. Comme on a tranché le programme, comme on a tranché l'unité, comme on a tranché la répartition des circonscriptions, c'était pas si simple. Et donc, je vous dis que d'ici la fin de la semaine, vous verrez, on aura un nom. La question n'est pas là. Parce que je vois bien, et de la part d'Emmanuel Macron, la tentative, qui est un peu d'inverser le problème. C'est-à-dire laisser penser que c'est nous qui ne soyons pas prêts, alors que manifestement, avec sa lettre hier, il essaye de biaiser avec le suffrage universel. On va y revenir avec cette lettre. Mais Gérard Larcher, ce matin, invité d'RMC, dit... s'il y a des insoumis dans un gouvernement, j'appellerai à faire barrage, en tout cas à voter une motion de censure. Donc en gros, puisque vous n'avez pas la majorité, si vous arrivez au pouvoir, au bout de 15 jours, vous tombez à cause d'une motion de censure, il n'y a pas ce risque, et finalement, vous ne pourrez pas appliquer votre programme. Alors, vous avez entendu ces menaces? Oui, j'ai vu Gérard Larcher l'a dit. Contrairement à vos titres de l'émission, c'est pas dans la lettre de Macron, je le dis comme ça. Oui. Il n'y a pas ça dans la lettre de Macron. Non. Et hier, j'ai vu un communiqué de ce qui reste du groupe Ensemble. Je dis ce qui reste parce que je viens d'entendre sur l'antenne BFM à côté, Monsieur Legendre, qui était du groupe Ensemble, montrer que la division, pour l'instant, elle est chez eux. Après, il est plus député. Dire aussi la même chose. Mais alors là, moi, je les alerte, mais vraiment solennellement. Ils ont joué avec le Nini pendant des années. Ils ont banalisé le Rassemblement national. À cause de ça, on a failli se payer l'extrême droite dans ce pays. Si on ne s'est pas payé l'extrême droite du pays, c'est que le nouveau Front populaire, et en l'occurrence en premier LFI, a expliqué que nous allions retirer tous nos candidats sans condition, dès lors qu'ils pouvaient faire élire
un député RN de plus barrage. Et inversement, il y a des candidats en Renaissance qui se sont retirés. Bien sûr. Ce qui était moins évident. Bah non, je vous assure, pourquoi c'est moi. Vous croyez que c'était évident? Parce que jusqu'à présent, Madame Borne, on a toujours vu la gauche. Darmanin, excusez-moi. Non, mais on a toujours vu la gauche faire barrage. On avait moins vu le centre et la droite. Dans ce sens-là, oui. Alors même si d'ailleurs, le report était moins bon, ce qui fait que ça nous coûte au moins une vingtaine de députés. Il a quand même été exceptionnel, puisque les sondeurs se sont trompés. Mais vous comprendrez qu'il est quand même compliqué. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a eu un débat chez eux la semaine dernière. Bruno Le Maire, Édouard Philippe commençant à dire Nini, et puis le président de la République et Gabriel Attal disant non, ça doit inclure les filles, évidemment. Donc on ne peut pas, à un moment donné, en appeler un sursaut républicain qui intègre les filles, et puis le coup d'après, tout de suite, c'est fini, on ne veut plus de vous. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'à un moment donné, les électeurs ne suivront pas. D'accord, mais il y a quand même ce risque de motion de censure. Mais ça, la motion de censure, excusez-moi, mais vous la craignez pas pour tout le monde. Elle est encore plus risquée si jamais M. Macron avait la mauvaise idée, fort peu démocratique, de proposer à ceux qui ont perdu de faire un gouvernement. Parce que là, je peux vous dire que c'est ce qu'il veut. Vous avez vu la lettre. D'accord, mais je vous dis, la motion de censure, elle arrivera encore plus vite. Donc moi, je serais Gérard Larcher, qui est un responsable politique important. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Voilà, mon impression, elle est là. C'est-à-dire que le président de la République a dissous l'Assemblée, c'est pas nous qui lui avons demandé. Il a, très franchement, il a mis sur l'Assemblée sa propre responsabilité. C'est pas vraiment l'Assemblée qui a posé le plus de problèmes depuis 2 ans. C'est lui qui a posé le plus de problèmes en voulant passer en force des projets de loi alors que l'Assemblée, il n'y avait pas de majorité. Donc il l'a fait. Il dissout l'Assemblée. Le peuple de France est au rendez-vous. Vote comme jamais il l'avait fait en 81. D'accord. Émet quelque chose. Il y a 2 choses qui ont été émises. Et c'est là où je suis pas d'accord avec sa lettre. Quand il dit personne n'a emporté, la République l'a emporté quand même. Oui. D'accord, très majoritairement. Personne n'a gagné, personne n'a de majorité. Oui, mais si, la République a gagné, excusez-moi, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même une coalition qui est en tête. Et je rappelle les propos de 2022 de M. Macron, puisqu'il était dans la même situation. Les élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'il respecte ça. Et il avait fait un gouvernement. Donc il faut qu'il fasse la même chose. Donc la coalition, vous n'y croyez pas? Ah non, pas du tout, il n'y aura pas de coalition. Il n'y aura pas de coalition? Non, ça je vous l'annonce là. À contrario, merci beaucoup. N'avez-vous pas peur de la coalition entre Ensemble, les LR, Horizon et Modem, qui deviendront une coalition de droite, qui deviendront une coalition de droite et qui deviendront le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ça, si je vous le dis, monsieur. Mais ils n'ont pas de majorité, si tu veux. Là, on n'a pas la majorité absolue. Quand même. Non, on n'arrive toujours pas. Faites des calculs. Non. LR complet. C'est 66. LR, d'accord. Plus Macron complet. Plus Modem complet. 200 et quelques. Voilà. 120. Et n'oublie pas. Ça fait 220. Excuse-moi. Et n'oublie pas une chose. T'arrives à 220, t'arrives pas à la majorité absolue. Édouard Philippe a lui-même fait ce calcul, puisqu'il a dit ça fera 220, mais on sera quand même toujours devant la gauche. C'est ce qu'il dit, c'est son argument. Alors, majorité relative. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Majorité relative. Donc, s'ils font ça, il peut vous faire. Il peut vous sortir vous risquez ça, la coalition à droite? Non, ça, c'est une fiction. Pour la bonne raison. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui se passe. D'accord? Vous avez M. Houillet qui est en train d'essayer de constituer un groupe. Sacha Houillet, oui. Voilà, qui quitte Renaissance, qui était président de la commission des finances. Qui quitte la majorité présidentielle et qui est en train d'essayer de constituer un groupe. Donc, moi, j'observe que c'est plutôt là la division. Vous avez le groupe qui s'est constitué hier autour de M. Wauquiez qui a dit nous ne ferons pas de coalition avec le président de la République. Donc, dans la réalité des faits, les gens ont déjà donné leur réponse. Donc, tout ça, c'est une fiction. Est-ce qu'Emmanuel Macron essaie de gagner du temps, tout simplement? Parce que on entendait, alors même M. Larcher le dit, attendons, laissons passer les JO, laissons passer l'été et rendez-vous en septembre. Mais ça, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que il se trouve, et c'est pas nous qui sommes responsables, c'est lui qui a installé le calendrier, la dissolution, le calendrier. Oui. C'est lui qui a décidé une dissolution avant les Jeux Olympiques. Ouais. Chacun s'est dit, qu'est-ce qu'il fait quand même? Bon, il le fait avant les Jeux Olympiques. Il organise le calendrier qui fait que le 18, 19, 20, l'Assemblée nationale va avoir des choix politiques à faire, pas techniques, politiques. Par exemple, déterminer où sont les groupes. Opposition, majorité, ça a de l'importance. Moi, président de la commission des finances, par exemple, je l'étais parce que j'étais dans l'opposition. Il y aura beaucoup de groupes. Bon, voilà. Donc, il ne peut pas faire comme si l'Assemblée devait faire des choix politiques et lui, il nous propose quelque chose de technique, ni vu ni connu. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Il a mis. C'est pour ça que moi j'en appelle à lui. J'en appelle vraiment à ce qu'il fait. Si demain il s'adresse à nous, nous Front Populaire. Je vais pas vous faire la langue de bois. Ça va être compliqué. Moi je pense qu'on peut faire passer
déjà toutes nos mesures des 15 premiers jours, on y reviendra si vous voulez. Programme, parce que j'ai entendu dire tout le programme avec le programme. L'idée, c'est d'appliquer notre programme. Oui, mais sans majorité plus, ça sera Vous me demandez plus concrètement comment on arrive. Je pense qu'on peut le faire passer. On y reviendra après si vous voulez. Mais ça sera difficile. Mais c'est quand même la moins pire des solutions, parce que c'est lui qui a mis le pays dans l'impasse. Et si jamais il ne le fait pas, ben dans ces cas-là, excusez-moi, comme l'Assemblée ne peut pas être dissoute avant un an, c'est lui qui doit se dissoudre. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution démocratique par rapport à cette question. Voilà. Jean-Loup Bonamy. Oui, Jean-Loup Bonamy. Non, mais oui, alors justement, mais sur quelle base, quelle serait la première mesure du nouveau Front populaire? On abroge la réforme des retraites. Voilà, j'étais sûr que vous alliez me répondre ça, et ce n'est pas forcément, Et comment vous faites forcément critique, mais, immédiatement, il va y avoir une réaction des marchés financiers. C'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels la France emprunte vont bondir. Que faites-vous? Je ne crois pas. Ah bon? Et pourquoi vous ne croyez pas? Et parce que les marchés financiers, ils réagissent en fonction de leurs propres intérêts. Oui. La réforme des retraites aujourd'hui, vous le savez, en réalité, on attend des premiers résultats de cette réforme des retraites au niveau budgétaire à partir de 2027, sérieusement. Hein, pour l'instant, c'était un peu les études du Porsche qu'en 2027, il n'y a pas de problème en fait. Donc là, concrètement, pour leurs intérêts propres, il n'y a pas de problème du fait d'abroger cette réforme des retraites. Et si jamais vous vous trompez et que les taux bondissent, nous verrons bien, mais figurez-vous, nous allons mettre en place une politique qui va créer moins de déficit aujourd'hui que le gouvernement passé. On peut pas. Pourtant, tout le monde dit, à droite notamment, ou chez les macronistes, c'est la faillite de la France si vous appliquez votre programme. C'est leur jeu, comme les patrons sont inquiets. Voilà, mais ça c'est logique. C'est le remake. C'est un classique. À gauche, quand la gauche arrive, le patronat tremble. Juste. Nous avons fait un programme, on pense, qui est un programme de relance. D'accord? On pense que ça va produire. Classique de gauche. On pense que ça va produire des cotisations, de la fiscalité. Mais on n'a pas tenu compte de ça. On fait en sorte que toutes nos dépenses sont compensées par des recettes. Par des augmentations d'impôts. Je vais y venir, par des recettes. Et ces recettes, nous les prenons, en gros, pour aller vite, aux 8-7% des Français les plus riches, et principalement aux vraiment très très riches, qu'Emmanuel Macron a avantagé, détenteurs de capitaux, à la hauteur de plusieurs milliards d'euros par an. Voilà ce qu'on fait. Et cette politique-là, à mon avis, elle va être bonne pour l'activité économique. On va continuer et elle va même être bonne pour les PME. Oh là, vous en parlerez avec Mehdi Guézard, patron de PME, parce que le SMIC à 1600 €, ça l'inquiète beaucoup. Elina Dumont vous posera une question. Je voudrais vous poser 2 questions. J'ai lu dans la presse que Madame Tondelier, bien vous prononcer, tout compte fait disait, parce que moi je parle que du programme, hein, moi... Voilà, je pense que les électeurs, s'ils ont voté pour vous, c'est pour... D'accord avec vous. Et donc, elle a l'air de dire que tout compte fait, les 1600 € pour le SMIC, ce serait beaucoup plus compliqué qu'il l'avait annoncé au départ. Et moi, je trouve que si maintenant, enfin, si tous les électeurs qui nous écoutent là entendent que tout compte fait, ça se fera jamais, on est déjà trompé. Alors, je vous explique, on va le faire. J'ai une deuxième question, mais je pas sûr. 1600 déjà. On va le faire. Et une bonne raison pour laquelle on va le faire, c'est que c'est pas seulement symbolique, c'est du pouvoir d'achat qui, selon les trébuchants, qui va aller dans les poches de millions de Français. Le problème qu'on a vécu avec 7 ans de macronisme, c'est qu'on a eu un déplacement des richesses dans ce pays qui, en gros, s'est dilapidé dans l'utilisation des profits de la manière la pire qui soit. C'est-à-dire une accumulation de richesses des dividendes, c'est-à-dire ce qui ne sert pas à l'investissement, qui ne sert pas à l'emploi, etc. Et ça a été pris globalement, si je résume, dans les poches des salariés. Je vous donne 2 chiffres, je ne vous en donnerai pas plus. Entre 2017 et 2022, les dividendes et rachats d'actions du CAC 40 ont été multipliés par 2, c'est passé de 50 à 98 milliards d'euros. Le salaire moyen réel, c'est-à-dire tenant compte de l'inflation, a diminué de 2%. Donc, il faut revenir là-dessus. Et pourquoi il faut revenir là-dessus? Non seulement parce que ça permettra aux gens de mieux gagner leur vie, mais à partir du moment où ils ont plus de pouvoir d'achat, ils consomment plus. Bon, donc ça c'est le projet. Mais est-ce que le chef d'entreprise qui a côté de vous, il est d'accord? Non, mais je vais lui répondre au chef d'entreprise, parce que avant même qu'il me pose des questions, puis après comme ça il pose un. Donc il faut donner un coup de booster. Le seul coup de booster que peut donner le gouvernement, c'est le SMIC.
les autres salaires ne dépendent pas de nous. Nous, on proposera une conférence sociale pour discuter avec les partenaires sociaux d'augmentation des salaires, mais c'est le SMIC. Donc, on propose d'augmenter de 14%. Les Espagnols ont augmenté environ de 40%, ils ont créé des emplois. Il était beaucoup plus bas au point de départ. C'est vrai. Et les Espagnols n'ont pas les mêmes charges sociales qu'en 14%. France. On va revenir, moi j'appelle ça des cotisations. Donc, cotisations. Voilà, merci. Mais ils n'ont pas les mêmes. Donc, 1600 € le SMIC. Donc, on le fera. On voit bien ce que ça va rapporter, c'est-à-dire, encore une fois, c'est le fait que des gens vont gagner plus d'argent, vont aller plus au resto, parce qu'en général, c'est des gens qui, quand vous avez le SMIC, vous épargnez pas, hein, vous consommez. Donc, vous faites fonctionner l'activité économique. Et nous savons que pour certaines entreprises, notamment dans le commerce, moins qu'on le dit, mais il y a des secteurs pour qui ça va être difficile. Et moi, je vous dis comment on fait. Aujourd'hui, il y a 220 milliards d'aides aux entreprises dans ce pays par an, entre exonérations en tout genre et d'aides aux entreprises. Elles ne sont quasiment pas critérisées. Autrement dit, vous êtes une boîte, par exemple, qui va produire ensuite, utiliser une partie de vos aides dans la distribution de dividendes. Vous êtes aidé de la même manière qu'une PME qui va se battre pour les salaires, l'emploi. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est que la liste des PME qui auront du mal en attendant un peu le choc de la politique de demande, c'est-à-dire que leur carnet de commandes gonfle, qui auront du mal à passer ce seuil, nous allons les aider prioritairement par rapport à ces grosses boîtes. Avec quel argent? Justement, c'est-à-dire que pour les 220 milliards d'aides aux entreprises qui sont faites, eh ben, on va moins aider des entreprises comme Total, des entreprises comme Sanofi, etc. Et on va plus aider les TPE et PME qui en ont besoin. Et ça, c'est assez concret. Il y a quelque chose dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a de cela 43 ans, la gauche a gagné avec un programme assez proche en 1980, la relance par la demande, par la consommation, et ça n'a pas marché parce que en fait déjà cet argent qui était distribué, les gens s'en servaient, c'était pour acheter des produits fabriqués à l'étranger, par exemple des magnétoscopes japonais. Aujourd'hui, cette situation, puisqu'on s'est désindustrialisé, est encore bien plus grave. Vous avez donné de l'argent aux gens, c'est très bien, sauf qu'en fait, ça ne va rien relancer du tout, puisqu'ils vont acheter des produits fabriqués à l'étranger. Vous allez un peu, modestement, mais quand même relancer l'économie chinoise, mais certainement pas l'économie française. Vous ne pouvez pas relancer si vous ne protégez pas notre économie contre la concurrence étrangère. Et je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai vu votre programme. Monsieur Bonamy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors d'abord, vous allez relancer la Chine. Ne caricaturons pas. C'est l'ami de Mélenchon, donc c'est pas grave. Hein. Bien sûr. Là, vous caricaturez. Donc, ne caricaturons pas. Vous êtes dans une situation où vous nous expliquez en gros que tous les produits achetés en France, les repas chez les restaurateurs, les restaurants non, mais le reste, non, le les BTP produits manufacturiers, on ne produit que 36% de ce qu'on consomme. Mais là, je vous donne des exemples. Par exemple, le logement. Vous savez que le logement, aujourd'hui, l'énergie, l'alimentation, ça représente près de 40% des ménages français. Bien. Donc ça, excusez-moi, là-dedans, dans ce que je viens de vous citer, il y a très peu de choses qui sont importantes. Vous allez relancer la restauration. C'est un grand projet de réindustrialisation de la France. Bah, demandez aux restaurateurs s'ils estiment que c'est pas bien de relancer la restauration ou de relancer le BTP par une politique en faveur du logement. Mais je vous réponds. Nous avons une politique qui met en place des taxes kilométriques aux frontières par rapport à des produits importés et fabriqués dans des conditions sociales et écologiques de protectionnisme. Oui. Bien sûr, il faut protéger. Il y a que nous qui le faisons pas. Alors, Jonathan est avec nous. C'est un problème. 32-16. Jonathan est avec nous. Il a une inquiétude, Jonathan. Bonjour. Bonjour la GG. Bonjour Monsieur Coquerel. Vous avez peur de payer plus d'impôts si le programme de la gauche est appliqué? Alors c'est pas que j'ai peur de plus en payer, c'est qu'effectivement Monsieur Coquerel parle des 8%, des 8% des Français qui vont payer plus d'impôts. Moi, j'ai été sur le simulateur, effectivement, du nouveau Front Populaire, et aujourd'hui, je fais partie de ces 8%-là, mais je pense que je fais vraiment partie des plus petits des 8%, puisque aujourd'hui, on paye avec mon épouse 28 000 € d'impôts, ce qui est déjà une somme importante, mais on est content de les payer, je dirais. On consomme local, on travaille en région parisienne parce qu'on a quitté notre famille, donc on n'a personne ici, parce qu'en fait, nos boulots nous ont demandé de nous déplacer, donc on a aussi investi. Et aujourd'hui, quand je vais sur votre simulateur, Monsieur Coquerel, on me demande 65 000 € d'impôts. Et en fait, là, vous allez passer de 28 000 à 65 000 € d'impôts. Non. Voilà, c'est le simulateur du nouveau Front Populaire, effectivement. Et aujourd'hui, moi, la question que je veux vous poser, c'est qu'effectivement, on habite dans le 78. On a un crédit immobilier qui s'élève à 3 000 € par mois. On n'a aucune aide, mais on n'en demande aucune non plus. Il n'y a pas de problématique. Hein. Mais effectivement, aujourd'hui, quand je prends la crèche de mon enfant où la déduction fiscale, c'est
jusqu'à 3 600 euros et tout le reste, eh ben, c'est pour nous à 100%. Vous payez tout plein pot, quoi. 900 euros de crèche pour notre enfant. On attend potentiellement un deuxième enfant. Donc moi, aujourd'hui, M. Coquerel, c'est comment je fais, effectivement, pour payer plus de 5 000 euros d'impôt. L'impôt confiscatoire, c'est ce que craint Jonathan. Non, mais à 28 000 euros par an, il n'aura pas l'impôt. C'est votre simulateur. Non, il se trouve que c'est pas notre simulateur. 150 000 je vous réponds. Alors attendez, vous répondez. Je vous réponds rapidement. On n'a pas mis en place de nouveau simulateur. Je sais qu'il y a un simulateur qui a été mis sur le marché, entre guillemets, c'est pas le nôtre, qui ne tient pas compte de deux facteurs. C'est que pour calculer la question de l'impôt que nous allons mettre en place, il faut combiner le fait nous allons rendre la CSG progressive et que nous allons mettre 14 tranches d'impôt, plus le fait effectivement que on arrête d'avoir un bouclier fiscal pour le capital avec la flat tax. Et donc je peux annoncer à votre auditeur que si il paye 28 000 euros d'impôts par an, il sera un peu plus imposé. Et il paiera quand même plus. Oui, un peu plus. Mais c'est pas lui qui va être le plus touché. Je vais vous dire qui on va toucher. Voilà, oui, mais dans un des pays qui est déjà quand même très imposé, vous rajoutez les impôts. Alors justement, venons-en. Non mais très vite parce qu'il reste 10 secondes. Alors, mais en 10 secondes. Les 175 milliardaires de ce pays, ils payent moins de 2% d'impôt sur le revenu. D'accord ? Oui, mais Jonathan, il n'est pas milliardaire. C'est une évidence. Non, mais c'est sûr que j'apprends ça à beaucoup de gens. Non, les gens savent comme quoi les plus riches sont les moins imposés. Ils transfèrent vers des revenus professionnels qui ont été avantagés par M. Macron. Ils payent donc environ 25%, quand une même personne salariée qui rentre dans le barème le plus haut de l'impôt paye environ 45 à 47%. C'est ces gens-là qu'on va viser en premier, parce que là, c'est un gisement de dizaines de milliards d'euros par an. Merci Éric Coquerel.